Il est l'heure de la grande édition sur Mikba Télévision. Mesdames, Messieurs, tout d'abord les titres. Le procureur général près la Cour de cassation a confirmé la mort par balle du député national Chérubin Okende d'après les premiers éléments de l'enquête. Aussi, un premier suspect est en pleine audition à l'auditorat. Au Nord Kivu, le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Constant, plaide pour l'implication du bureau du facilitateur Uhuru Kenyatta dans la crise à l'est de la RDC afin d'amener le M23 à respecter les retombées des pourparlers de Nairobi et de Luanda. Et à Kolwezi, un groupe de coupeurs de route a été présenté au maire de la ville ce jeudi matin. Ils ont été appréhendés dans la commune de Manika en train de s'aimer la terreur dans la population. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus. Commençons par cette nouvelle. Le député et opposant Chérubin Okende a été retrouvé mort. Ce jeudi 13 juillet à Kinshasa, son corps a été retrouvé dans sa Jeep sur l'avenue Poids-Lourd. Selon ses proches, il a été enlevé la veille dans l'après-midi par des hommes armés et depuis, ils sont restés sans nouvelles. Suivez les détails dans ce récit. Plusieurs sources officielles congolaises ont confirmé la mort de Chérubin Okende, élu de la circonscription de Lukunga, ce jeudi 13 juillet dans la capitale RD congolaise. Selon les informations, l'ancien ministre des Transports était convoqué à la Cour constitutionnelle. Il s'y est rendu dans l'après-midi du mercredi pour déposer une lettre afin de repousser à vendredi un rendez-vous avec le juge Sylvain Loumou qu'il avait précédemment convoqué ce jeudi pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à son patrimoine après son départ du gouvernement. Malheureusement, le corps du porte-parole du parti Ensemble pour la République a été retrouvé à l'intérieur de sa Jeep. Avant cette découverte macabre, son parti politique signalait dans un tweet son enlèvement qui serait intervenu la veille. Chérubin Okende s'était déclaré candidat à la présidentielle de décembre prochain. Plusieurs fois, élu député national, le désormais ex-bras droit de Katumbi a aussi occupé le poste de ministre des Transports sous Félix Tshisekedi dans le gouvernement de l'Union sacrée Sama 1, son dernier poste officiel. Ce dernier est parti du gouvernement sur ordre de sa famille politique, présentant ainsi sa démission en refusant de partager le bilan de Félix Tshisekedi, jugé chaotique. Né le 5 mai 1961, il a fait ses études universitaires à l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi. En 2014, il obtient un diplôme d'études supérieures en droit public à l'université de Kinshasa. Puis en 2016, un doctorat en droit public de la même université. Depuis cette triste nouvelle, les réactions fusent de partout, parmi lesquelles celle de l'exécutif national à travers son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui condamne ce qu'il qualifie d'un acte inadmissible et dit avoir instruit les services de sécurité pour une enquête minutieuse. Et puis le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, lui parle d'un crime qui ne sera pas impuni. Sur ce même dossier d'assassinat de Chérubin Okende, le procureur général près la Cour de cassation confirme la mort par balle d'après les premiers éléments de l'enquête. Aussi, un premier suspect est en pleine audition à l'auditorat militaire pour connaître les circonstances et le mobile de cet assassinat. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle affirme que la victime, bien avant son décès, était invité par un juge de la Cour constitutionnelle dans l'affaire de déclaration des biens avant et après sa fonction en tant que membre du gouvernement. Dieudonné Kamulita réfute l'argument selon lequel la victime aurait été piégée par la Cour constitutionnelle. Suivez. Comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance? Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'enverrai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart.
à 16 heures, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 heures, le même collaborateur ramène la réponse du ministre honoraire pour dire « Demain, jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. » Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il... C'est pourquoi il demande. S'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevrait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, Une affaire à suivre. Parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo. Après avoir consulté les opposants politiques, la Commission électorale nationale indépendante a rejeté la revendication de ces derniers, notamment celle de l'audit externe du fichier électoral à 5 mois des élections générales en RDC. La plénière de la CENI estime illogique la demande d'auditer à nouveau le fichier électoral sans raison solide. L'opposition ne croit pas dans ce fichier qui recense environ 44 millions d'électeurs. Pouvons-nous nous attendre à une élection inclusive et consensuelle? Tentative de réponse avec les analystes politiques dans ce récit d'Olivier Kavound. Pour la Commission électorale nationale indépendante, hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de l'audit déjà effectué. Selon les analystes Emmanuel Stassera et Ridolphe Bondomeki, la CENI montre petit à petit une position stricte, pourtant elle est censée être indépendante. Vous allez comprendre avec moi que la CENI n'affiche pas son caractère d'indépendance. Vous voyez, c'est comme si elle est en train d'être instrumentalisée quelque part. En tant qu'une institution indépendante, elle a un calendrier, elle travaille, elle évolue, elle nous donne en fait comment est-ce qu'elle va procéder. Mais cependant, elle ne peut pas, n'est-ce pas, faire fi de tous les désidératas de la population. C'est pourquoi, en fait, elle a appelé les opposants à venir discuter, peut-être voir comment est-ce qu'ils pourraient accorder leur son, mais malheureusement, apparemment, ça n'a pas marché. Ces jugements de la Commission électorale nationale indépendante est une bourde selon Bondomeki. En ce moment ici, ce sont les institutions qui vont peut-être nous traîner, n'est-ce pas? Nous sommes à la traîne des institutions. La CENI étant indépendante, comme je l'avais dit, elle ne doit obtempérer à des injonctions, ni du pouvoir en place, ni celles qui viennent de l'opposition. Nous comprendrons que la CENI, ce n'était vraiment pas une volonté de vouloir rapprocher l'autre opinion, c'était par contre un sondage ou alors une façon juste de prélever la température de l'opposition. On doit faciliter tout le monde. Nous avons dit que les élections doivent être inclusives. Malheureusement, nous commençons à voir qu'il y a un certain refroidissement des partis politiques ou des regroupements politiques sont en train de dire « moi je ne participerai pas, moi je ne vais pas aller à tous les niveaux ». C'est en fait un point que nous ne devrions pas saluer. Du côté de l'opposition, la première réaction est celle de Martin Fayoulou, le candidat du parti SID, qui a réitéré sa position de ne pas présenter les candidatures de son parti pour le scrutin de décembre prochain. Lors d'un point de presse tenu ce 12 juillet 2023, le conseil de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo a tenu à éclairer l'opinion sur ce dossier controversé. On écoute le professeur Nyabirungu Mwene Songa qui répond ici à la question de savoir si Matata est injugeable dans cet extrait que nous avons choisi pour vous. Vous entendez parfois les gens vous dire « donc Matata est impuni ». Il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas.
J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque parti que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. Mais la Constitution a dit en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit, pourquoi nous continuons à nous poser des questions. Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément. Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal, il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Je l'ai annoncé dans les titres. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, plaide pour l'implication plutôt du bureau du facilitateur dans la crise dans l'est de la RDC, Uhuru Kenyatta, pour pousser le M23 à respecter les retombées des pourparlers de Nairobi et de Luanda. Il a dit au cours des travaux tenus mercredi à Goma sur la question de l'insécurité causée par le M23. Suivez les détails avec notre correspondant Patrick Sialoua. C'est par des mots justes que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant, a dénoncé au cours des travaux sur la crise à l'est de la RDC, tenus mercredi à Goma, sous la présidence du facilitateur Uhuru Kenyatta, l'attitude des boycotts qu'affichent à chaque fois les terroristes du M23 face aux recommandations de l'EAC et en présence de sa force sur terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à observer les cessez-le-feu, gardant leurs positions initiales. Mais le M23 de son côté réoccupe les positions désengagées depuis février et mars 2023. Attaque des villages dans la chefferie de Bito en territoire de Moutou, ainsi que dans la partie est et sud-est du territoire de Massissi, où ces terroristes incendient des maisons, pillent les biens de la population, provoquant ainsi les déplacements massifs de celle-ci. Bref, le retrait du M23 annoncé avec pompe n'a été que public. Tout cela au vu et au su de la force régionale. Pour l'autorité provinciale, le facilitateur Uhuru Kenyatta devrait user de son poids pour contraindre les M23 au respect de tous les accords. À l'issue des travaux de cette deuxième réunion, le bureau du facilitateur va user de son pouvoir afin de cesser cette guerre d'agression inutile et qu'il y ait retour de la paix et de déplacer dans leur milieu de provenance. Intervenant par visioconférence, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, affirme que le chef de l'État est plus que déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la RDC, soulignant que ces travaux ont connu la participation des officiels congolais, des membres de l'EAC, de la MONUSCO, du mécanisme conjoint de vérification élargi et d'autres partenaires impliqués dans la paix à l'est de la RDC. Quittons le Nord Kivu pour le Kasaï central qui dispose désormais des plans provinciaux Alliance pédiatrique pour l'élimination du sida pédiatrique. La validation de ces plans est intervenue mercredi 12 juillet 2023 au terme d'un atelier organisé dans la salle des réunions du bâtiment administratif par l'Agence des Nations Unies contre le sida, en sigle ONU-SIDA. Plus de détails, c'est avec Soleng Tumba Moufika, notre correspondant qui était sur place. Au total,
3 plans provinciaux Alliance pédiatrique pour l'élimination du sida pédiatrique dans la province du Kasaï central ont été validés ce mercredi 12 juillet 2023 dans la grande salle de réunion du gouvernorat du Kasaï central. Il s'agit donc de la présentation synthèse du plan d'accélération pour l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de syphilis et hépatite par le PNLS, présentation synthèse du plan d'accélération du traitement pédiatrique du VIH 2023-2027, ainsi que celle des communications Alliance pédiatrique 2023-2024 par la Task Force Communication. Dr Thomas Batouli, chef de programme ONU-SIDA au Kasaï central, loue ici l'engagement de tous dans la validation de ce plan, dont le Kasaï central est la première province à les disposer. Je vous rassure que la province du Kasaï central est la première province en RDC qui a validé ces 3 plans. Et c'est là témoigne le leadership et l'engagement de l'autorité provinciale. Et pour ce qui est de prochaines étapes, c'est de finaliser les documents, donc d'ici le mois, fin du mois d'août, et nous allons passer à la phase de mobilisation de ressources. Ce plan validé ce jour constitue le socle pour la planification afin de booster les activités tendant à mettre fin au VIH-Sida, comme l'a dit la ministre provinciale de la Santé. Cet atelier de validation des plans provinciaux Alliance mondiale pour l'élimination du sida chez les enfants dans notre province constitue un socle pour la planification pluriannuelle afin de booster les activités de lutte contre le sida. Cet atelier d'un jour, faut le dire, a connu la participation de toutes les agences des Nations Unies impliquées dans cette lutte, ainsi que d'autres partenaires traditionnels du Kasaï central. Et toutes les recommandations formulées seront intégrées dans le document final qui sera présenté d'ici le mois d'août 2023. Restons sur ce même chapitre en parlant de l'installation ce jeudi 13 juillet 2023 du comité provincial de la structure Une Santé. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de banquet du gouvernorat de province. C'est le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kamfa Kimimba, qui a procédé à l'installation officielle de ce comité provincial de la coordination Une Santé en sigle. Reportage. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, a parlé de l'importance de cette structure en province. L'approche novatrice Une Santé apporte une nouvelle compréhension dans la lutte contre la maladie. Nouvelle approche. Et c'est ainsi que la coordination nationale est en province pour appuyer les efforts dans la mise en place de cette structure, mais aussi aider les acteurs provinciaux dans l'élaboration du plan d'action opérationnel. Devant le vice-gouverneur de province et le coordonnateur provincial de la structure Une Santé, Gilbert Kishiba Fitoula, a pris l'engagement au nom du comité provincial de gérer en toute responsabilité les activités de cette structure au niveau provincial. Moi, professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, je prends l'engagement de demeurer à bien, d'assumer et de gérer en toute responsabilité le plan, les activités, la feuille de route du comité provincial. Ensuite, la directrice nationale de la coordination Une Santé, Nadège Ngombe, est revenue sur les origines de cette structure en RDC, tout en remerciant le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, pour son attention constante et son encouragement apporté au comité provincial de Une Santé. Avant ce mot de validation, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba a signé le procès-verbal portant nomination des membres du comité provincial de la coordination Une Santé, CPC-US en sigle, et qui sera chapeauté par le recteur de l'UNILU, Gilbert Kishiba Fitoula. Grâce aux efforts du gouvernement Kaboula, via son ministère de la Santé que dirige Joseph Sambi Boulanda, le Haut-Katanga a déjà adhéré à cette nouvelle approche, prenant en compte l'homme, l'animal et l'environnement pour une santé totalement garantie de sa population.
Vous l'avez compris, CPCUS en sigle. Poursuite ce jeudi du premier forum des mamans catholiques dans le diocèse. Pour ce 4e assise, c'est la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, qui a pris la parole pour entretenir les participants sur la foi face aux difficultés de la femme politique. Teddy Dizamba nous en parle. Après 3 jours d'échanges autour des différents thèmes développés par les intervenants dans ce forum des mamans catholiques, les participantes à ces assises ont eu comme oratrice de ce 4e jour la sœur Jeanne Ngoy et la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Aidons nos enfants à découvrir leurs talents, c'est vraiment important. En faisant le témoignage de sa propre carrière, la gouverneure du Lualaba a entretenu les mamans catholiques sur la foi face aux difficultés rencontrées par la femme en politique. La foi et la prière sont le secret de la réussite. C'est Dieu qui donne la force de tenir bon. Il faut aimer son travail et placer notre foi en Dieu. Alors kama unapenda kazi yako na kitumaini kyote ke Mungu anaweza kuchanger bintu, Mungu atavichanger. Donc aujourd'hui, je suis l'exemple militaire. En politique, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut toujours nous confier en Dieu pour tenir. Mais ukimwangalie Mungu, bantu wanajiuliza afu yeye ashiki yake abampile bete wanamsema shikifuate, mais Mungu ashafunga mashiki. Initié par l'évêque de Kolwezi Richard Kazadi Kamba, ce premier forum des mamans catholiques dans le diocèse se clôturera ce vendredi 14 juillet. Merci à Teddy Dizamba de nous faire revivre ce 4e jour de ces assises. Autre chose dans ce journal, à moins de 2 jours de la clôture de la réception et du traitement des candidatures pour les élections législatives nationales le Lualaba, aucune formation politique n'a encore déposé les formulaires de candidature. Léopold Kingou a visité les quartiers généraux de certains partis politiques pour s'enquérir des causes de cette lenteur dans les préparatifs. Les détails, c'est dans son reportage. Aucune candidature pour les législatives nationales n'a encore été réceptionnée, a confirmé ce 12 juillet le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Dans les quartiers généraux des partis, on reste optimiste comme au siège d'Envol, parti d'opposition où l'État est à la clôture avec les formulaires avant les dépôts, prévus avant les derniers jours selon Zingzong Massoudi, coordonnateur provincial. Les préparatifs y a dissipé et nous continuons à remplir, comme vous-même vous le constatez, les candidats continuent à remplir leurs fiches pour que si pas à la fin de la journée, demain matin, nous serons à la CENI pour le dépôt de candidature. D'ailleurs, l'étape qui nous concerne pour le moment, c'est pour la députation nationale. Ce sont les députés, les candidats députés nationaux qui sont en train de remplir les fiches. Et après, ça va suivre pour les candidats à la députation provinciale. Du côté de l'UDPS, parti au pouvoir, tout est réglé à Kinshasa. La fédération du Lualaba dit être optimiste de présenter ses candidatures en temps utile, confirme Patrick Lumumba, vice-président. Nous tous nous sommes branchés à Kinshasa. Nous avons déposé nos candidatures au niveau de notre hiérarchie à la CENI du parti CEP national qui dirige le président Jacquemain, maître Jacquemain. Alors nous sommes vraiment patients. Je crois qu'ils sont presque à la fin de traitement de nos dossiers. Je crois aujourd'hui soir, on va publier nos listes. Et dès demain, les mandataires seront déjà ici à Kolwezi et dans les différentes provinces pour déposer nos dossiers à la CENI. Cette lenteur est due à la lourdeur des mécanismes de paiement mis en place par la CENI, argue Christian Massoudi, président interfédéral de l'UNC. Nous sommes en train de préparer les dossiers des différents candidats pour aller déposer. Mais maintenant, le retard par rapport au dépôt, le retard est dû par rapport au mécanisme qu'on a mis en place entre la DGRAD et la banque. Que les gens, donc les candidats, puissent avoir les preuves de paiement, puissent s'acquitter. Il y a un mécanisme que la CENI a mis en place et c'est ce mécanisme là-bas qui nous fait maintenant beaucoup plus de difficultés. Ouvert depuis le 26 juin dernier, les BRTC vont être fermés aux candidats à la députation nationale le 15 juillet selon le calendrier.
Et puis, en collaboration avec les services de sécurité, une bande de coupeurs de route a été présentée au maire de la ville de Kolwezi ce jeudi matin. Ils ont été appréhendés dans la commune de Manika en train de s'aimer la terreur parmi la paisible population. Le maire de Kolwezi, Jacques Masengo Kindele, félicite le bourgmestre et les services de sécurité pour ce geste qui contribue à la restauration de l'autorité de l'État. Jeunes Chégué, au total 7, sont parmi ces hors-la-loi qui sèment terreur et désolation dans les chefs de la paisible population. Arrêtés dans la commune de Manika, cette bande de coupeurs de route, auteur également de l'insécurité sur différents axes, a été présentée ce jeudi 13 juillet au premier citoyen de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Masengo Kindele, par le service de sécurité en présence de membres du conseil urbain, dont le procureur général et le bourgmestre de Manika. L'autorité urbaine félicite par la même occasion les services de sécurité pour ces jolis coups de filet réalisés. Message d'encouragement à nos services de sécurité, au bourgmestre de la commune de Manika pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour mettre fin et mettre hors d'état de nuire ce genre de personnes qui troublent la quiétude de notre population. Soucié de garantir jour et nuit la sécurité de ses administrés et leurs biens, le numéro 1 de la ville lance un message fort à tous les malfaiteurs qui persistent encore dans ces sales besognes. Ce genre de personnes ne méritent plus de vivre au milieu de notre peuple. Donc trop c'est trop. Nous lançons encore le message à ceux qui continuent à s'entêter, continue à déranger la quiétude de notre peuple pendant la nuit en caillassant les véhicules des paisibles passants, en violant, en frappant, en extorquant, qu'ils sachent que les services de sécurité ne dorment pas. Les services de sécurité sont à leur trousse et nous allons les traquer jusque dans leur dernier retranchement pour les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est un échantillon de la commune de Manika. Réunie dans le main de la justice, cette association de malfaiteurs répondra de ses actes conformément aux lois du pays, incessamment l'ouverture du procès. Déterminée à amener son choix aux législatives nationales, la population du Lualaba a remis une somme d'argent à maître Antoine Kalima, parrain de la structure Les Amis de Que dit la loi, en guise de paiement de la caution de sa candidature à la députation nationale. Pour Antoine Kalima, hissé par les siens, c'est une lutte qui ira jusqu'au sacrifice suprême. Antoine Kalima, parrain de la structure Les Amis de Que dit la loi, incarne exactement la confiance de la population lualabaise. Ceci en est une preuve. Venus de tous les coins de la ville de Kolwezi, le Lualabais ont débarqué au siège de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement, ACJD en sigle, parti cher au feu honorable Michel Lunga Kouvas, où ils ont par une cotisation donné la caution à celui qu'ils ont décidé de hisser jusqu'à la députation nationale. Population ya Lualaba inasema hatuna na cha kukupatia. La population de là-bas a jugé bon contribuer pour vous. On n'a pas beaucoup de choses à te donner. C'est un petit rien qui exprime la volonté de vous voir à la députation nationale dans la province du Lualaba. Cette petite contribution est venue de la population. L'élection en 2023, en décembre, vous gagnez. Na yetu kiloko tuli prévoir pour toute la population ya Lualaba ni tunakuya kukupresenter mbele yako. L'opération surprise, se déroulant sous ses propres yeux, le lève du grand maître Antoine Kalima l'a résumé en un mot comme en mille, par un véritable mot d'ordre de la population qu'il servira jusqu'à son dernier soupir. Geste inanigusa kabisa. C'est un mot d'ordre que la population n'a pas dit. C'est juste mes marques et je les reçois à cœur ouvert. Je suis la personne de Que dit la loi. Je ne peux jamais vous décevoir. Je vais répondre à cet appel. Vous m'avez mandaté et je vais le faire. Je suis disposé à aider cette population du Lualaba qui aime tant le développement. J'ai décidé à défendre cette population jusqu'au dernier goutte de mon sang. Scandant, tous sont restés optimistes à la réussite de celui qu'ils qualifient de choix du peuple. Et avant de finir en bref et en images, les habitants du village Kadila Bioula, connu sous le nom de Lukwesa, décrit la lenteur que connaît leur délocalisation. Ce village est situé à plus ou moins 7 km de la ville de Kolwezi.
se trouve actuellement dans la concession minière clôturée de l'entreprise Chemaf qui est pourtant en pleine exploitation. Linda Kalinga et John Mema vous donneront les détails dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.